Le 18 décembre 1944. À l'intérieur d'un trou de combat gelé près de Bastogne, le caporal Eddie Voss pressa son casque plus fermement contre ses oreilles gelées. À travers les crépitements statiques, il entendit quelque chose qui fit s'arrêter son sang. Un commandant de panzer allemand donnant des coordonnées, non pas à ses propres chars, mais aux positions américaines. La main d'Eddie planait au-dessus du bouton d'émission. Il avait reçu l'ordre de ne jamais diffuser sur les fréquences ennemies. Délit passible de cour martiale. Mais 300 hommes dormaient à 2000 à l'ouest, exactement là où ses chars se dirigeaient. Eddie ferma les yeux, ouvrit la bouche et parla un allemand parfait dans le vide. Voici l'histoire de comment un opérateur radio a sauvé un bataillon en enfreignant toutes les règles et pourquoi l'armée a tenté d'enterrer ce qui s'est passé ensuite. Avant d'aller plus loin, si vous aimez les histoires inédites d'ingéniosité guerrière interdite, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Vous ne trouverez ces histoires nulle part ailleurs. Eddie Voss n'était pas censé écouter. Le corps des transmissions de l'armée américaine avait des protocoles stricts concernant la surveillance radio. Les opérateurs se voyaient attribuer des fréquences alliées spécifiques. Ils transmettaient les messages en remontant la chaîne, ils entretenaient l'équipement. Ce qu'ils ne faisaient pas, c'était se brancher sur les transmissions ennemies sans autorisation des officiers du renseignement. Les raisons étaient pliées de pratique. Premièrement, cela gaspillait du temps et des ressources sur des bavardages que des interrogateurs formés devaient traiter. Deuxièmement, cela risquait que les opérateurs reçoivent de la désinformation. Troisièmement, et de manière plus critique, cela pouvait conduire à des réponses non autorisées qui compromettaient la sécurité opérationnelle. Mais Eddie n'avait jamais été doué pour suivre les règles qu'il ne comprenait pas. Il avait grandi à Milwaukee, fils d'immigrants allemands qui avaient fui l'Europe en 1923. Ses parents parlaient allemand à la maison jusqu'à ce que Pearl Harbor rende cela dangereux. Eddie apprit la langue aux genoux de sa grand-mère, absorbant non seulement le vocabulaire, mais les idiomes, les dialectes régionaux, le rythme particulier de l'allemand prussien par rapport au bavarois. Au moment où il s'enrôla, en 1943, il pouvait imiter les accents de Hambourg à Munich. L'armée testa son allemand pendant l'entraînement de base. Ils le marquèrent comme courant et l'assignèrent au renseignement des transmissions. Mais au lieu de l'envoyer à un travail de bureau confortable à Londres pour traduire des interceptions, une confusion bureaucratique l'envoya avec la 101e aéroportée comme opérateur radio de terrain. Il réparait l'équipement. Il relayait les coordonnées. Il passa la plupart de son temps dans le froid, mouillé et ennuyé jusqu'au saillant. Lorsque Hitler lança son offensive d'hiver désespérée le 16 décembre, les lignes américaines se brisèrent. Des divisions entières furent encerclées. Les réseaux de communication s'effondrèrent. Dans le chaos, Eddie se retrouva dans un trou de combat à l'extérieur de Bastogne, avec une radio SCR 300 fonctionnelle, une paire d'écouteurs de haute qualité, récupérés d'un semi-chenillé allemand détruit et rien d'autre que du temps. Alors, il commença à écouter. Au début, c'était juste de la curiosité. Il faisait tourner le cadran à travers le spectre, captant des fragments de bavardage allemand, équipage de chars signalant des positions, infanterie réclamant des munitions, observateurs d'artillerie ajustant le tir. Rien d'exploitable, rien sur quoi il pouvait agir. Juste des voix dans l'obscurité, des hommes parlant la langue de sa grand-mère tout en essayant de tuer ses amis. Mais Eddie avait un don. Pas pour les langues, bien que cela aidait. Il avait un don pour les modèles. Avant la guerre, il avait travaillé pour la Milwaukee Electric Railway and Light Company comme dépanneur. Lorsque les systèmes électriques tombaient en panne, Eddie écoutait non pas ce que les gens disaient, qui n'allait pas, mais le bourdonnement de l'équipement lui-même. Les transformateurs avaient des rythmes, les disjoncteurs avaient des personnalités. Il pouvait entendre les problèmes avant qu'ils ne deviennent catastrophiques. Maintenant assis dans la boue belge gelée avec des voix allemandes crépitant dans son casque, Eddie commença à entendre des modèles à nouveau. Il y avait un commandant de panzer qui disait toujours « moment mal » avant de donner des coordonnées. Un observateur d'artillerie qui prononçait « foyer » avec un léger zézément. Un officier de logistique qui terminait chaque transmission par « ande » d'un ton monotone ennuyé. Eddie commença à prendre des notes. Il esquissa des cartes grossières basées sur les désignations d'unités qu'il entendait. Il enregistra les heures de transmission, les fréquences, les indicatifs d'appel. En 3 jours, il pouvait reconnaître les opérateurs allemands individuels uniquement par la voix. Il savait quel bataillon de panzer opérait au nord-est de Bastogne. Il savait que leur situation en carburant était critique. Il savait que leur commandant était prudent, méthodique et terrifié par les mines. La 4e nuit, le 18 décembre,
Eddie entendit quelque chose qui le fit se redresser brusquement. Le commandant de Panzer prudent, celui avec la voix rauque de fumeur, recevait de nouveaux ordres. Le crayon d'Eddie vola sur son bloc-notes tandis qu'il transcrivait. Les mots étaient banals, tactiques, professionnels, mais leur signification était apocalyptique. La colonne allemande était redirigée. Nouvelle cible, un dépôt de carburant à 2 milles à l'ouest. Le même dépôt actuellement entouré d'infanterie américaine qui n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'être écrasée par 40 chars. Les mains d'Eddie tremblèrent en regardant ses notes. Il devait avertir quelqu'un. Il tendit la main vers son émetteur pour appeler le quartier général, puis s'arrêta. Ses ordres étaient explicites. Surveiller uniquement les fréquences alliées, signalées par les canaux appropriés, ne pas s'engager avec ou répondre aux communications ennemies en aucune circonstance. Mais les canaux appropriés prenèrent du temps. Vérification, chaîne d'approbation. Le temps que son avertissement remonte jusqu'à quelqu'un qui pouvait agir, les chars allemands seraient déjà en train de broyer les trous de combat américains. Eddie fixa l'ensemble radio allemand capturé dans le coin de son trou de combat. Il était resté là pendant 2 jours, retiré d'un semi-chenillé SDKFZ 251 détruit. Il l'avait gardé en pensant que peut-être le renseignement le voudrait. Mais le renseignement était à des milles, et les Panzers bougeaient de maintenant. Eddie prit une décision qui changerait tout. Il tendit la main vers la radio allemande et commença à ajuster les fréquences, parce que parfois la seule façon de sauver des vies était de devenir l'ennemi. Eddie avait écouté le commandant de Panzer pendant 72 heures d'affilée, et pendant ce temps l'homme était devenu plus réel pour lui que la plupart des membres de son propre peloton. Il connaissait les rythmes du commandant, la légère pause avant d'annoncer des coordonnées, comme s'il vérifiait une carte. La façon dont il disait « ja » avec une inflexion descendante en reconnaissant des ordres avec lesquels il n'était pas d'accord, le soupir à peine audible quand ses supérieurs exigeaient des délais impossibles. L'indicatif d'appel du commandant était Eisenfaust Vier, point de fer 4. Mais Eddie avait commencé à penser à lui comme Klaus. Il n'y avait aucune raison de croire que son nom était Klaus. Cela semblait juste correct. Klaus avait l'air fatigué. Klaus avait l'air compétent. Klaus avait l'air d'un homme qui s'était battu trop longtemps et voulait rentrer chez lui, mais ferait quand même son devoir, parce que c'est ce que des hommes comme Klaus faisaient. Comprendre Klaus n'était pas juste de la curiosité académique. Eddie avait réalisé quelque chose de crucial concernant la discipline radio allemande, ou plutôt son absence. La doctrine de communication de la Wehrmacht était rigide, hiérarchique et terriblement efficace dans des circonstances normales. Mais ce n'était pas des circonstances normales. La bataille des Ardennes avait étiré la logistique allemande jusqu'au point de rupture. Les opérateurs radio étaient épuisés, l'équipement tombait en panne, et dans leur désespoir de maintenir la coordination, les Allemands avaient commencé à prendre des raccourcis. Ils authentifiaient rarement les transmissions avec des séquences de code appropriées désormais. Il n'y avait pas le temps. Au lieu de cela, ils comptaient sur la reconnaissance, sur la connaissance des voix de leurs officiers, sur la cadence familière des ordres délivrés dans le même format qu'ils avaient entendu 1000 fois auparavant. C'était plus rapide, c'était pratique, et c'était une vulnérabilité catastrophique si quelqu'un comme Eddie se trouvait à l'écoute. Eddie avait rempli un carnet entier d'observations. Il avait cartographié le calendrier des transmissions. Les Allemands suivaient des modèles prévisibles. Klaus recevait généralement des ordres entre 2h00 et 3h00. Son opérateur radio avait un clic distinct lorsqu'il engageait l'émetteur, probablement un composant usé dans l'interrupteur de pression. L'officier donnant à Klaus ses ordres commençait toujours par la même phrase. Eisenfaust wir hier. Panzergruppen Kommando, plus important encore, Eddie avait identifié les modèles émotionnels. Klaus était confiant lors des discussions sur les positions défensives. Il devenait hésitant lorsque les ordres nécessitaient des manœuvres agressives sur un terrain incertain. Et il était absolument paranoïaque concernant les mines. Chaque fois que les ordres emmenaient sa colonne à travers un territoire inconnu, Klaus demandait une clarification. La route est-elle vérifiée? Le trajet est-il confirmé? Il le demandait 2 fois, parfois 3 fois. Cette paranoïa avait du sens. Eddie avait entendu assez de bavardages radio pour savoir que Klaus avait perdu 2 chars dans des champs de mines américains la semaine passée. De bons chars, des équipages expérimentés, disparus en quelques secondes parce qu'un officier du renseignement avait mal lu une carte ou ignoré un rapport de reconnaissance. Klaus n'allait pas laisser cela se reproduire s'il pouvait l'empêcher. Mais il y avait quelque chose. D'autre qu'Eddie remarqua. Quelque chose de subtil. Lorsque Klaus recevait des ordres
auxquels il faisait confiance d'officiers qu'il connaissait, ses réponses étaient nettes et immédiates. Mais lorsque les ordres venaient d'indicatifs d'appel inconnus ou semblaient tactiquement discutables, il y avait hésitation, une pause, une demande de confirmation. Klaus était professionnel, mais il n'était pas aveuglément obéissant. Il remettait les choses en question avec soin, respectueusement, mais il les remettait en question. Cela aurait dû rendre le plan d'Eddie impossible. Comment pouvait-il tromper un homme qui questionnait ses propres supérieurs ? Mais Eddie comprenait quelque chose concernant la psychologie que la plupart des gens manquaient. Les gens méfiants ne sont pas méfiants de tout également. Ils sont méfiants des anomalies, des choses qui ne correspondent pas au modèle. Mais si vous correspondez parfaitement au modèle, si vous sonnez exactement comme ce qu'ils s'attendent à entendre, la méfiance ne se déclenche jamais. Le cerveau accepte simplement le familier et passe à autre chose. Eddie avait fait tourner des scénarios dans sa tête pendant des jours. Et s'il pouvait transmettre des ordres qui sonnaient exactement comme ceux que Klaus attendait, et si l'indicatif d'appel était correct, le format correct, l'accent parfait, et si les ordres eux-mêmes étaient tactiquement raisonnables, juste subtilement redirigés. Klaus ne questionnerait pas des modèles familiers délivrés de manière familière. Il obéirait simplement. Le poids éthique de ce qu'Eddie envisageait devenait plus lourd à chaque heure. Il n'enfreindrait pas seulement les règlements de l'armée. Il s'engagerait dans une guerre psychologique sans autorisation, compromettant potentiellement les opérations de renseignement et risquant des conséquences catastrophiques s'il échouait. Si les Allemands détectaient la tromperie et triangulaient sa position, il ferait pleuvoir l'artillerie sur son trou de combat jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un cratère fumant. Mais plus que cela, Eddie prévoyait de tromper un homme qu'il en était venu à comprendre, peut-être même à respecter. Klaus était l'ennemi. Les chars de Klaus tueraient des Américains si on leur en donnait la chance. Mais Klaus était aussi un être humain, un soldat professionnel faisant son travail, et Eddie était sur le point d'exploiter son traumatisme concernant les champs de mines pour l'envoyer à sa mort. Eddie fixa ses notes, tandis que la neige recommençait à tomber à l'extérieur de son trou de combat. Le calcul moral était simple et horrible. Klaus et ses chars contre 300 fantassins américains qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'être anéantis. Il n'y avait pas de bon choix. Il n'y avait que le choix qui sauvait le plus de vies de son côté. Le soir du 18 décembre, le débat éthique d'Eddie devint sans objet. Son commandement prit la décision pour lui. Le capitaine Morrison apparut à son trou de combat avec 2 MP et une expression comme du granit. Quelqu'un avait remarqué la surveillance non autorisée d'Eddie. Quelqu'un l'avait signalé en remontant la chaîne. Et maintenant, tout était sur le point de s'effondrer. Le capitaine Morrison ne perdit pas de temps en civilité. Il se tenait au bord du trou de combat d'Eddie, des flocons de neige s'accumulant sur ses épaules, et tendit la main. « Donnez-moi le casque, caporal !» L'estomac d'Eddie chuta. Il retira lentement les écouteurs, les voix allemandes crépitant encore faiblement à travers les haut-parleurs. « Monsieur, je peux expliquer. Vous surveillez les fréquences ennemies sans autorisation depuis 4 jours. » La voix de Morrison était plate, contrôlée, le genre de contrôle qui venait avant les explosions. Vous avez rempli des carnets avec du renseignement que vous n'aviez aucune habilitation à collecter, et vous utilisez un poste radio ennemi capturé sans le signaler au commandement. Un des MP descendit dans le trou de combat et commença à déconnecter l'équipement d'Eddie. Le SCR-300 partit en premier, puis les écouteurs allemands, puis le précieux carnet rempli de 4 jours d'observation. Eddie regardait son travail disparaître dans un sac d'équipement, comme regarder quelqu'un démonter sa vie. « Monsieur, vous ne comprenez pas ? Il y a une colonne de Panzer. »« Je comprends parfaitement, caporal, » coupa Morrison. « Vous êtes un opérateur radio, pas un analyste de renseignement. Nous avons du personnel formé pour l'interprétation des signaux. Ce que vous faites est dangereux, non autorisé et potentiellement compromettant pour la sécurité opérationnelle. » L'esprit d'Eddie s'emballa. Il devait faire comprendre à Morrison. Il y a un commandant allemand, indicatif Eisenfaust Wehr. Il a reçu des ordres ce soir. Il se dirige vers le dépôt de carburant à l'ouest d'ici. 300 hommes dorment là-bas en ce moment, sans aucune idée. Assez. La mâchoire de Morrison se crispa. Avez-vous une idée du nombre de faux rapports que le renseignement reçoit chaque jour de soldats bien intentionnés qui pensent avoir déchiffré le code allemand ? Chaque soldat qui parle un peu allemand pense qu'il va gagner la guerre depuis un trou de combat. Ce n'est pas faux, monsieur. Je l'ai suivi pendant... Vous avez écouté des bavardages radio que vous n'êtes pas formé à interpréter correctement. Morrison fit un geste vers le MP,
qui collectait maintenant la radio allemande capturée. Pour ce que vous en savez, vous avez écouté une opération de tromperie. Les Allemands savent que nous surveillons leurs fréquences. Ils nous nourrissent constamment de désinformation. Eddie sentit quelque chose se briser en lui. Pas de la colère, quelque chose de plus froid. La réalisation que Morrison n'allait pas écouter, n'allait pas vérifier, n'allait rien faire d'autre que suivre le protocole. Monsieur, s'il vous plaît, vérifiez simplement le renseignement. Envoyez un messager au dépôt. Dites-leur de s'attendre à un contact. C'est tout ce que je demande. Morrison étudia Eddie pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était presque douce. « Voss, vous êtes un bon opérateur radio. Vous avez maintenu nos communications en fonctionnement dans des conditions impossibles, mais vous avez franchi une ligne. Vous cesserez immédiatement toute surveillance des fréquences ennemies. Vous ne discuterez pas de votre collecte de renseignements non autorisée avec qui que ce soit, et si j'entends que vous avez touché à nouveau l'équipement ennemi, je vous ferai passer en cour martiale. Est-ce que vous comprenez ? » ?»« Oui, monsieur. » Les mots avaient un goût de cendre. « Bien. Dormez un peu. Vous avez l'air terrible. » Morrison se retourna et sortit du trou de combat, les MP suivant avec l'équipement confisqué d'Eddie. Eddie s'assit dans le silence soudain de son trou de combat, ressentant le poids de l'impuissance. La radio allemande était partie. Ses notes étaient reparties. Sa capacité à surveiller les transmissions de Klaus était partie. Et quelque part dans l'obscurité, 40 chars allemands se préparaient à écraser 300 Américains endormis. Il a essayé de se dire que Morrison ferait un suivi, que les renseignements vérifieraient la menace, que le système fonctionnerait comme il était censé fonctionner. Mais Eddie avait été dans l'armée assez longtemps pour savoir mieux. Morrison déposerait un rapport. Le rapport serait ajouté à une pile d'autres rapports. Les renseignements hiérarchiseraient les menaces en fonction de la fiabilité de la source, et l'avertissement d'un caporal non autorisé se classerait quelque part en dessous de crédible. La neige tombait plus fort maintenant, étouffant les sons, transformant le monde en une peinture monochrome. Eddie tira son manteau plus serré et essaya de réfléchir. Il devait y avoir un moyen. Un canal approprié qu'il n'avait pas considéré. Un officier qui écouterait. Puis il l'entendit. Des voix américaines dérivant d'une tranchée d'approvisionnement à 30 mètres. 2 officiers parlant en passant. Eddie ne pouvait pas les voir à travers la neige, mais le son portait dans l'air froid de la nuit. Ils ont retiré tous les hommes disponibles pour le périmètre de défense. Le dépôt de carburant est pratiquement vide maintenant. Intelligent. Si les Allemands percent, mieux vaut avoir les hommes que le diesel, en supposant que les Allemands sachent moi-même où ils se trouvent. Ce secteur était resté calme pendant 2 jours. Les voix s'estompèrent. Eddie resta très immobile, traitant ce qu'il venait d'entendre. Le dépôt de carburant n'était pas seulement sans défense. Il avait été délibérément dépouillé de personnel. Le commandement avait parié que les Allemands ne connaissaient pas son emplacement. Ils avaient parié 300 vies sur l'ennemi, restant ignorants. Mais Klaus savait. Eddie avait entendu les coordonnées lui-même, et dans environ 4 heures, Klaus recevrait ses ordres finaux, et 40 chars Panzer tourneraient vers l'ouest, vers des hommes qui avaient été délibérément laissés exposés. Eddie regarda le coin de son trou de renard où la radio allemande capturée avait été assise. Partie maintenant, confisquée, enfermée quelque part, mais pas détruite. Un équipement comme ça serait envoyé au renseignement pour analyse, ce qui signifiait qu'il était toujours quelque part sur la base. Eddie n'avait jamais rien volé de sa vie. Il n'avait jamais directement désobéi à un ordre. Il était le fils d'immigrants qui lui avait appris à suivre les règles, à travailler dur, à garder la tête baissée. Mais assis dans ce trou de renard gelé, sachant ce qu'il savait, Eddie réalisa que toute sa vie il s'était préparé pour ce moment. Le moment où suivre les règles signifiait regarder les gens mourir. Il attendit jusqu'à 0:30 heures, jusqu'à ce que les rotations de garde changent, jusqu'à ce que l'épuisement et le froid émoussent l'attention des hommes qui se battaient depuis des semaines. Puis Eddie sortit de son trou de renard et disparut dans la neige. Le dépôt d'approvisionnement était une collection de tentes en toile et de caisses en bois disposées dans ce que les planificateurs optimistes appelaient « organisation ». Eddie se déplaçait entre les ombres, sa respiration formant de petits nuages qui se dissipaient dans la neige qui tombait. Il avait passé 3 mois sur cette base. Il savait quel chemin les sentinelles empruntaient. Il savait quelles tentes contenaient des munitions et lesquelles contenaient de l'équipement en attente d'examen par les renseignements. La radio allemande capturée serait dans la tente CI. Contre-espionnage. Une zone de stockage glorifiée où l'équipement ennemi confisqué
attendait que quelqu'un avec une autorisation appropriée l'examine. La tente était gardée, mais pas lourdement. Qui volerait une radio cassée au milieu d'une guerre? Eddie s'accroupit derrière une caisse d'approvisionnement et observa le garde. Jeune gamin, probablement 19 ans, tapant des pieds contre le froid. Toutes les quelques minutes, il se tournait et marchait 10 pas dans l'autre direction pour maintenir la circulation. 10 pas loin de l'entrée de la tente. 10 pas d'opportunité. Eddie attendit le tour, puis bougea. Il se glissa sous le rabat de la tente et se retrouva dans un chaos organisé. Luger, jumelles, casques, cartes, tous étiquetés et catalogués. Et dans le coin, sa radio allemande assise dans une caisse marquée pour le transport vers Londres. Il l'attrapa et fut dehors en 15 secondes. De retour dans son trou de renard, les mains d'Eddie tremblaient alors qu'il vérifiait la radio. Toujours fonctionnelle. Les Allemands construisaient des équipements pour durer. Il étendit l'antenne avec précaution, vérifiant les dommages. Aucun. Le niveau de la batterie était bas, mais suffisant. Il avait peut-être 2 heures de temps de transmission avant que l'alimentation ne meure complètement. Eddie sortit un bout de papier et commença à écrire. Pas la transmission elle-même. Il ne pouvait pas la scripter. S'il avait l'air de lire, Klaus le saurait instantanément. Au lieu de cela, Eddie écrivit des guides phonétiques, des rappels de la façon dont les officiers du commandement du groupe Panzer structuraient les ordres, le rythme, les formulations militaires formelles, la terminologie spécifique. Eisenfaust wir hier. Panzergruppe non, poing de fer 4. C'est le commandement du groupe de chars. Nouveaux ordres. Eddie chuchota la phrase encore et encore, ajustant son accent. Trop pointu et il aurait l'air bavarois. Trop doux et il aurait l'air autrichien. La structure de commandement de Klaus était prussienne, nord-allemande. L'accent devait être berlinois, peut-être hambourgeois, consonnes coupées, voyelles précises. Il pratiqua le modèle de parole du commandant. Les officiers du groupe Panzer étaient pour la plupart d'ancienne aristocratie. Ils parlaient avec la confiance d'hommes habitués à l'obéissance. Pas fort, le volume n'était pas l'autorité, mais une certitude absolue. Chaque mot livré comme un fait indiscutable. Eddie enregistra ses essais pratiques dans sa tête, écoutant les défauts. Il sonnait proche, mais pas parfait. Le problème était évident. Il avait appris l'allemand de sa grand-mère, des commerçants, des immigrants de classe ouvrière. Il n'avait jamais appris le dialecte militaire aristocratique. Il essayait d'imiter une classe sociale à laquelle il n'avait jamais appartenu. Mais il avait passé 4 jours à écouter les vrais commandants de Klaus. Il pouvait entendre leur voix dans sa mémoire. La façon particulière dont ils prononçaient les coordonnées, la légère emphase sur la 2e syllabe d'Angriffsroute. Eddie ferma les yeux et laissa ses voix le submerger jusqu'à ce que sa propre voix commence à correspondre. L'aspect technique était plus simple. Eddie devait connaître la fréquence exacte que Klaus surveillerait. Cette information était dans son carnet confisqué, mais il avait mémorisé les fréquences clés il y a quelques jours. 43,4 MHz, le canal de commandement standard du groupe Panzer. La question la plus difficile était le timing. Trop tôt et Klaus pourrait recevoir des ordres contradictoires de son commandement réel. Trop tard et les Panzers seraient déjà en mouvement vers le dépôt de carburant. Eddie devait transmettre pendant la fenêtre étroite où Klaus attendait des ordres, mais avant l'arrivée des vrais ordres. Basée sur 4 jours d'observation, cette fenêtre s'ouvrait à 0 de 17 heures. Les ordres réels de Klaus arrivaient habituellement entre 02:30 et 02:45. Eddie aurait environ 15 minutes pour diffuser de faux ordres, faire reconnaître Klaus et quitter les ondes avant que le vrai commandement du groupe Panzer ne passe. 15 minutes pour sauver 300 vies ou détruire la sienne. Eddie vérifia sa montre. 02:03 heures. 14 minutes avant qu'il ne commette la violation la plus grave de la loi militaire, à part la désertion. Usurper l'identité du commandement ennemi. Diffuser sur des fréquences ennemies sans autorisation. Mener des opérations psychologiques non autorisées. S'il était pris, Eddie ferait face à une cour martiale, à l'emprisonnement, possiblement à l'exécution, selon la façon dont le tribunal interpréterait ses actions. Mais s'il réussissait, 300 hommes se réveilleraient vivants demain et 40 chars allemands rouleraient directement dans les champs de mines américains sur la base d'ordre d'une voix qui n'existait pas. Eddie ajusta le cadran de fréquence avec des doigts engourdis. La radio crépita à la vie, des voix allemandes saignant à travers les parasites. Quelque part dans ce chaos électronique, Klaus écoutait, attendant des ordres qu'il ne savait pas être sur le point de venir d'un trou de renard à 3 km.
Eddie tira son manteau plus serré et commença sa préparation finale. Il chuchota des commandements allemands dans l'obscurité, sentant les mots façonner sa bouche, sa gorge, son accent. Il imagina qu'il était le commandant, aristocrate prussien, fatigué mais professionnel, livrant des ordres qui ne seraient jamais remis en question parce qu'ils sonnaient exactement comme chaque ordre que Klaus avait jamais reçu. À 02:16 heures, Eddie prit le microphone. Sa main était stable maintenant. La peur s'était consumée, remplacée par une concentration froide. Il était sur le point de parler et le monde changerait. Il appuya sur le transmetteur et attendit le voyant rouge. Quand il s'illumina, Eddie ouvrit la bouche et devint quelqu'un d'entièrement différent. Eisenfaust Vierrière, Panzergruppe Kommando. La voix d'Eddie traversa les parasites avec la précision d'une lame. Il l'avait légèrement abaissée par rapport à son registre naturel, ajoutant l'autorité rauque d'un homme qui avait passé 20 ans à commander des chars. Les mots allemands semblaient étranges dans sa bouche, non pas parce qu'il ne parlait pas la langue, mais parce qu'il l'armait. Silence. 5 secondes de rien d'autre qu'un sifflement atmosphérique. Le cœur d'Eddie martelait contre ses côtes. Peut-être que Klaus ne surveillait pas encore. Peut-être que la fréquence était fausse. Peut-être que le commandement du groupe Panzer. Hier von Fangbereit. La voix de Klaus, le râle du fumeur. Eddie faillit laisser tomber le microphone de soulagement. Commandement du groupe de chars. Ses poings de fer 4, prêts à recevoir. Eddie se força à faire une pause. Les vrais commandants ne se précipitaient pas. Il parlait avec la certitude d'homme dont les mots seraient obéis sans question. Il compta 3 secondes, puis appuya à nouveau sur le transmetteur. Eisenfaust Vienneux. Point de fer 4 nouveaux ordres. Votre route d'attaque actuelle est en train d'être changée. Une autre pause. Eddie pouvait entendre Klaus respirer à l'autre bout. Ce détail envoya de la glace dans sa colonne vertébrale. Il avait écouté cet homme si longtemps que maintenant, séparé par des kilomètres de forêt gelée et la fine membrane des ondes radio, Eddie pouvait sentir sa confusion. Verstanden Herr Grund für Änderung compris. Herr raison du changement. Klaus questionnait, ne refusant pas, cherchant simplement des éclaircissements. C'était le moment, le point d'inflexion où la performance d'Eddie convaincrait ou condamnerait. Il devait donner à Klaus une raison qui était tactiquement solide, alignée avec la doctrine opérationnelle allemande, et surtout déclencher la peur la plus profonde de Klaus. La reconnaissance aérienne a identifié des champs de mines le long de votre route d'origine. Les ingénieurs américains ont renforcé les positions défensives au cours des 12 dernières heures. Eddie retint son souffle. Mine, le mot qui faisait hésiter Klaus à chaque fois. Le traumatisme de voir des équipages incinérés par des explosifs enterrés. Eddie exploitait ce traumatisme, le manipulant, utilisant la peur d'un homme pour l'envoyer vers la mort. La pause dura 7 secondes. Eddie compta tout le monde. Il pouvait imaginer Klaus dans son char de commandement, regardant des cartes, pesant les renseignements contre ses ordres. Les personnes méfiantes n'étaient pas méfiantes de tout de manière égale. Elles étaient méfiantes des anomalies. Mais ce n'était pas une anomalie. C'était exactement le genre d'ajustement tactique de dernière minute qui se produisait constamment dans un combat fluide. Neue Route bit. Nouvelle route, s'il vous plaît. La main d'Eddie trembla alors qu'il atteignait sa carte improvisée. Il avait mémorisé les coordonnées des champs de mines américains au nord-est de leur position. De vrais champs de mines posés par de vrais ingénieurs. Il était sur le point d'envoyer Klaus directement dedans. Sauf que Klaus croirait qu'il était routé autour des défenses américaines. Pas dedans. End de Kurs référence. Changé au Cap 035. Point de référence Hartmann. 7. Nouvelles coordonnées cibles à suivre. Eddie débita une série de références de grilles. Chacune soigneusement choisie. Chacune menant la colonne de Klaus exactement où elle devait aller. Pas vers le dépôt de carburant. Pas vers 300 Américains endormis. Vers un terrain qui n'avait pas été contesté parce que les deux côtés savaient qu'il était mortel. Coordinaten coordonnées confirmées. Et la nouvelle cible Eddie s'était préparée à cela. Il ne pouvait pas simplement rediriger Klaus sans lui donner une cible. Ce serait suspect. La cible devait être assez précieuse pour justifier le changement de route, mais pas si critique que Klaus demanderait un soutien supplémentaire. Colonne d'approvisionnement américaine légèrement défendue. Après avoir pris la cible, maintenir la position et attendre d'autres ordres. La beauté du mensonge était sa modestie. Eddie ne promettait pas à Klaus une victoire changeant la donne, juste un objectif tactique mineur, quelque chose de croyable, quelque chose qui ne déclencherait pas les instincts de Klaus qu'il était piégé pour quelque chose de catastrophique. Eisen comprit. Point de fer 4 exécutera l'ordre, arrivée estimée 0530, And,
Confirmé. Fin. Eddie relâcha le bouton de transmission et s'assit dans un silence absolu. Tout son corps tremblait maintenant, l'adrénaline inondant son système par vagues. Il l'avait fait. Klaus avait accepté les ordres sans questionnement significatif. Dans environ 3 heures, 40 chars allemands rouleraient dans les champs de mines américains, croyant qu'ils flanquaient une embuscade. Mais Eddie ne se sentait pas victorieux, il se sentait vide. Il venait de condamner des hommes à mort. Klaus mourrait. Ses équipages mourraient. Ils mourraient en croyant qu'ils suivaient des ordres légitimes, ne sachant jamais qu'ils avaient été trompés par un caporal américain dans un trou de renard gelé. Eddie enterra rapidement la radio allemande sous de la terre meuble et de l'équipement, la camouflant de l'observation occasionnelle. Si quelqu'un découvrait ce qu'il avait fait dans les prochaines heures, sa vie était finie. Mais plus immédiatement, le vrai commandement du groupe Panzer essaierait de contacter Klaus à 0230. Quand il le ferait, Klaus ne répondrait pas parce qu'il avait déjà reçu ses ordres. Il supposerait entendre des problèmes radio. Il réessaierait. Finalement, il réaliserait que quelque chose n'allait pas. Eddie fixa sa montre. 0224 heures. Dans 6 minutes, les vrais commandants allemands commenceraient à transmettre. Dans 3 heures, les champs de mines exploseraient. Et quelque part entre maintenant et l'aube, 300 soldats américains se réveilleraient vivants, ne sachant jamais qu'ils avaient été sauvés par une voie dans les parasites. À 0532 heures, le 19 décembre 1944, la première explosion déchira la campagne belge gelée avec assez de force pour réveiller des soldats à 5 km. Puis vint la deuxième, puis la troisième. Au moment où la détonation en cascade s'arrêta, 12 chars Panzer allemands avaient été détruits et l'obscurité d'avant l'aube brillait orange avec le carburant et les munitions en flammes. Klaus mourut instantanément lorsque son char de commandement déclencha une mine Teller. L'explosion perfora le blindage ventral mince et enflamma les réservoirs de carburant en une fraction de seconde. Il ne sut jamais qu'il avait été trompé. Il ne sut jamais que les ordres venaient d'un trou de renard américain au lieu du haut commandement allemand. Dans son dernier moment, Klaus croyait qu'il exécutait une manœuvre tactique légitime pour éviter une embuscade qui n'existait pas. 23 autres membres d'équipage de chars allemands moururent dans les 30 premières secondes. D'autres mouraient dans les heures qui suivirent alors que l'artillerie américaine, alertée par les explosions, faisait pleuvoir le feu sur la colonne piégée. À l'aube, tout le bataillon Eisenfaust avait été effectivement détruit. Non pas par des tactiques américaines supérieures ou une puissance de feu écrasante, mais par une voie qui les avait convaincus que la sécurité se trouvait dans la seule direction qui garantissait leur anéantissement. À 3 km à l'ouest, 300 soldats américains se réveillèrent au son d'explosions lointaines. Ils attrapèrent des armes, prirent des positions, se préparèrent pour un assaut qui ne vint jamais. Lorsque les unités de reconnaissance enquêtèrent aux premières lueurs, elles trouvèrent l'épave brûlante d'une colonne blindée allemande dans un secteur où aucun engagement n'avait été planifié ou autorisé. Les rapports de renseignement qui suivirent étaient confus, contradictoires. Des chars allemands détruits dans des champs de mines américains qu'ils auraient dû savoir éviter. Aucune preuve de forces américaines dans la zone. Les Allemands s'étaient simplement dirigés vers une mort certaine, comme s'ils suivaient des ordres de le faire. Certains analystes ont suggéré un dysfonctionnement radio. D'autres ont proposé que le commandant allemand avait subi une dépression nerveuse. La véritable explication n'est jamais apparue dans les documents officiels. Eddie était assis dans son trou de combat et écoutait les explosions résonner à travers le paysage gelé. Il ne ressentait pas de soulagement. Il ne ressentait pas de fierté. Il ressentait le poids de ce qu'il avait fait s'installer dans ses os comme le froid belge. Il avait sauvé 300 vies américaines en prenant des vies allemandes. Les mathématiques étaient simples. La moralité ne l'était pas. Le capitaine Morrison est apparu au trou de combat d'Eddie 3 heures après l'aube. Il n'est pas venu avec la police militaire cette fois. Il est venu seul, portant le carnet confisqué d'Eddie. Le visage du capitaine était illisible alors qu'il descendait dans le trou de combat et s'asseyait en face d'Eddie en silence. Finalement, Morrison a parlé. Le renseignement a trouvé quelque chose d'intéressant ce matin. Une colonne de panzer allemand détruite exactement là où vos notes disaient qu'ils seraient. Sauf qu'ils n'étaient pas censés être là. Ils étaient censés attaquer le dépôt de carburant. Eddie n'a rien dit. La radio allemande que nous vous avons confisquée a disparu de la tente du contre-espionnage, disparue vers 0h30. Morrison a fait une pause. Vous ne sauriez rien à ce sujet, n'est-ce pas, caporal ? Eddie a rencontré les yeux de Morrison. Non, monsieur. Morrison l'a étudié pendant un long moment
puis a baissé les yeux sur le carnet. Ces notes, ce renseignement, cela a sauvé des vies, beaucoup de vies. Il a posé le carnet sur le sol en terre entre eux. Mais ce que vous avez fait, si vous l'avez fait, était complètement non autorisé. Se faire passer pour le commandement ennemi est une infraction grave. Si les Allemands avaient détecté la tromperie, ils auraient pu trianguler votre position. Vous seriez mort. Quiconque près de vous serait mort. Oui, monsieur. Vous vous êtes mis vous-même et potentiellement d'autres en danger pour une opération qui n'avait aucune supervision, aucun soutien, aucune autorisation de quiconque ayant l'autorité de l'autoriser. La mâchoire de Morrison s'est serrée. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'imprudence. Eddie a hoché la tête lentement. Vous avez raison, monsieur. Morrison s'est levé, brossant la saleté de son uniforme. J'écris un rapport affirmant que la colonne allemande a probablement été trompée par des opérations psychologiques alliées. Je vous recommande pour une décoration pour votre collecte de renseignements. Il s'est arrêté au bord du trou de combat. Je vous transfère également à une unité de transmission au Luxembourg, avec effet immédiat. Je ne veux pas savoir ce que vous avez fait ou pas fait la nuit dernière, mais je ne veux plus jamais vous voir près d'équipements radio ennemis. Compris. Oui, monsieur. Morrison est sorti du trou de combat, puis s'est retourné. Voss. Ces 300 hommes qui se sont réveillés vivants ce matin. Ils ne connaîtront jamais votre nom. Il n'y aura aucune médaille ou parade. Cela n'apparaîtra jamais dans aucune histoire officielle. Pouvez-vous vivre avec ça ? Eddie a pensé à Clouse, à la voix rauque du fumeur, qu'il n'entendrait plus jamais. Aux hommes qui sont morts en croyant qu'ils suivaient les ordres de leur commandant. Je peux vivre avec ça, monsieur. Morrison a hoché la tête une fois et a disparu dans la lumière du matin. Eddie Voss a passé le reste de la guerre au Luxembourg, loin des lignes de front, entretenant l'équipement de communication et formant de nouveaux opérateurs radio. Il n'a jamais dit à personne ce qui s'est passé dans ce trou de combat belge. Après la guerre, il est retourné à Milwaukee, s'est marié, a élevé 3 enfants et a travaillé pour la compagnie de téléphone jusqu'à la retraite. Il est mort en 1987 à l'âge de 64 ans. Dans les décennies qui ont suivi, les historiens militaires ont parfois noté le destin étrange du bataillon Eisenhost-Vier. Certains ont spéculé sur des opérations de guerre psychologiques. D'autres l'ont rejeté comme chaos de guerre et coïncidence. La vérité était restée enterrée dans un trou de combat gelé, dans une voix qui parlait parfaitement allemand, dans la friture, dans des ordres qui venaient de nulle part et ont sauvé tout le monde. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour plus d'histoires inédites des héros invisibles de la Seconde Guerre mondiale. Parce que parfois les batailles les plus importantes ne se livrent pas avec des armes, mais avec le courage de briser toutes les règles quand des vies en dépendent. Eddie Voss n'a jamais tiré un coup de feu au combat, mais par une nuit glaciale de décembre, il a mené la bataille la plus importante de sa vie. Armé de rien d'autre qu'une radio capturée, 4 jours d'observation et la volonté de devenir l'ennemi assez longtemps pour sauver ses amis. Au final, la guerre n'est pas toujours gagnée par ceux qui suivent les ordres. Parfois, elle est gagnée par ceux qui comprennent quand les briser,